George Inness n'est pas qu'un romantique tardif, il est le plus inspiré des peintres américains du XIXe siècle. Si je n'ai pas dit le plus doué, songez tout de même qu'il n'avait pas 25 ans quand il peignit ce tableau. Ses premières œuvres, alors qu'il n'a suivi aucun véritable enseignement artistique, sont inspirées par les fondateurs de l'Hudson River School, la grande école américaine du paysage, en particulier Asher Brown Durant. Sa manière changera drastiquement après un premier séjour à Barbizon et la découverte de Jean-François Millet, auquel il empruntera une gravité et une mélancolie qui lui étaient restées étrangères jusque-là. En 1851, grâce à un mécène américain, Inness put faire un premier séjour en Europe et l'on voit dans les peintures de cette époque l'effet que lui firent les œuvres de Nicolas Poussin et Claude Lorrain. Après son passage à Barbizon, il en devint rapidement le principal représentant aux États-Unis, avec une touche comme libérée et des tonalités plus sombres, éloignées des principes de l'Hudson River School. C'est d'ailleurs lors d'un voyage en France que naquit son fils George Inness Jr., qui deviendra lui-même un paysagiste renommé et consacrera à son père un livre de souvenirs qui fera date. Ne croyons pas en l'art comme une chose destinée à satisfaire la curiosité ou servir des objectifs commerciaux, disait George Inness Senior, mais comme une chose à chérir parce qu'elle porte l'esprit de notre temps. Cela paraît difficile à croire à la vision des paysages inspirés qui ont fait sa gloire, mais l'une des commandes les plus importantes de sa jeune carrière lui vint d'une compagnie de chemin de fer qui souhaitait témoigner de sa croissance effrénée durant les premières années de la révolution industrielle américaine. Si Inness s'attela à la tâche avec sérieux, il retourna ensuite à une vision sauvage de la nature. La vallée de Lackawanna, entre autres tableaux de cette commande, fut en effet une sorte de déclic pour le peintre. Comme pour mieux s'éloigner de ce monde en mutation accélérée, il va multiplier les travaux en atelier, puisant dans sa mémoire visuelle et sensible les éléments nécessaires à son désir de transmettre la beauté de l'Amérique originelle avant que ces terres vierges ne soient violées par l'homme. Singulièrement, c'est en Europe qu'il retourna se ressourcer au milieu des années 1870, passant le plus clair de son temps en Italie, Venise, Rome et surtout Tivoli, cette dernière datant comme par hasard d'avant la colonisation romaine, y trouvant, semble-t-il, les ferments de cette spiritualité dont il souhaitait imprégner sa peinture. Regardez ce bout de mur chargé de sagesse et d'éternité qui reçoit tout le soleil. De retour aux États-Unis, il va s'inspirer de plus en plus de sa région natale et ses ciels vont se charger de menaces. Initié par le philosophe William James aux visions mystiques d'Emmanuel Swedenborg, l'Aristote suédois, qui avait le privilège de parler aux anges, George Inness va faire sienne l'idée que tout dans la nature entretient une relation singulière avec Dieu qui lui garantit spiritualité, vitalité et pérennité. Installé à Montclair dans le New Jersey, sa palette va se saturer, ses formes flirter avec l'abstraction et leurs contours devenir plus doux, sans rompre toutefois avec une impétuosité qui affleure ici ou là. Dans le livre que j'ai cité plus haut, son fils raconte que George Inness mourut de la mort rêvée des artistes devant un coucher de soleil. « Oh, comme c'est beau !» s'écria-t-il avant de tomber au sol, inanimé. Plus Inness avança en âge et plus sa peinture se chargea de spiritualité, faisant de lui un paysagiste unique, en raison sans doute d'un mysticisme grandissant, d'où le sentiment parfois d'avoir affaire à un artiste tenté par le fantastique. De moins en moins précises, voire de plus en plus floues, ces toiles gagnèrent en lyrisme ce qu'elles perdirent en précision, pour le plus grand bonheur des aficionados de sa vision d'un monde vaporeux et comme suspendu.